Vous souhaitez bien jouer votre faction favorite pour le jeu Star Wars Légion, alors cette vidéo est faite pour vous. Salut les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais t'accompagner d'un spécialiste bien sûr de cette faction, donc qui a pas mal de tournois bien sûr dans les pattes et qui va vraiment vous aiguiller dans la méta actuelle avec cette faction. Donc on va vous apporter des conseils dans cette vidéo pour créer votre liste, pour savoir comment bien la jouer et bien sûr comment se préparer pour un événement. Typiquement voilà, on prépare le CF qui approche en septembre, donc on va essayer au maximum de vous donner tous les conseils possibles pour bien sûr se préparer à jouer votre faction favorite dans les meilleures conditions et optimisation. Allez, c'est parti. Bonjour, alors moi c'est Kintara. Je suis joueur CSI pure souche depuis maintenant voilà, deux bonnes années. J'ai commencé à acheter mes premières figurines au premier confinement, donc ça date un petit peu. Je vis à Saint-Étienne. J'ai participé à plusieurs tournois majeurs. Fait plus de tournois un petit peu en local dans ma région parce que j'ai pas un taf qui est très en adéquation un petit peu avec les gros tournois, et puis je peux pas aller forcément aller très très loin non plus. Donc du coup, voilà, je me suis concentré sur le CF de l'année dernière, le French War Games Day qui a eu lieu il y a pas longtemps. Ça a été une révélation un peu pour moi. C'est des gros tournois qui me tenaient à cœur, que j'avais quand même beaucoup préparé. Donc au dernier CF, je fais 6e, je perds en quart de finale contre Gitsnik, donc ça, notre champion national du moment. Et puis French War Games Day, je perds en finale, donc je termine 2e contre Ino Satam. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est déjà pas mal. Est-ce que tu vas participer au prochain? Bien sûr, je suis déjà inscrit. Parfait, super. Alors on se retrouvera là-bas. Nickel. Bon, on a vu la présentation générale. Bon, je pense que le public va attendre surtout le vif du sujet. Toi, spécialiste de cette faction. Alors tu joues, est-ce que d'autres factions ou pas Oui, oui. Je me suis lancé. Alors, j'arrête tout le monde tout de suite. J'aime beaucoup l'Empire d'un point de vue style et d'un point de vue, comment dire, gameplay aussi. Donc j'avais toujours eu envie de me lancer dans une faction secondaire Empire. Je l'ai sorti un petit peu de temps en temps en tournoi, plus en local. C'est quand même une faction que je maîtrise un petit peu moins. Mais voilà, donc c'est principalement ma deuxième faction, ouais. Et puis bon, j'ai un peu de clone et puis un peu de rebelle. Ouais, d'accord, On ok. collectionne tout à force. Hein. Ouais, mais ton cœur, c'est vraiment la CSI. Ah ouais, c'est puis j'ai 4 fois l'équivalent de l'armée complète. Je peux tout jouer aujourd'hui en CSI, chose que je peux pas du tout faire avec les autres. Ouais, d'accord, ça marche. Tu peux faire la bataille des géonosistes, est-ce qu'il faut? Voilà, c'était le but. Ok, ça marche. Bon, allez, c'est bon. Là, on rentre dans le vif du sujet. Donc, quand on joue CSI, pour toi, quel style de jeu est estampillé cette faction? Est-ce que pour toi, cette faction est une faction défensive, offensive, une faction, on va dire, un petit peu couteau suisse, une qui est vraiment basée seulement pour la prise d'objectif et qui n'est pas vraiment faite pour aller, on va dire, faire du tir à distance ou du CAC? Comment tu la vois, le style de jeu de cette faction? Ah, peut en avoir bien sûr plusieurs, mais cette faction. Alors, ce que j'aime beaucoup et ce qui m'a vraiment beaucoup plu dès le départ avec la CSI, c'est qu'on pouvait à peu près tout faire. En fait, c'est une faction qui a jamais montré des très, enfin, si, bien sûr, si, elle a toujours eu des très gros points forts, mais elle a jamais été la meilleure dans quelque chose, mais elle n'a jamais été la plus faible. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est capable de tout faire selon les styles de jeu. Alors, on va pouvoir voir un petit peu après dans cette vidéo que au niveau de la méta, eh ben, il y a certaines choses qu'on peut peut-être un petit peu moins faire qu'avant enfin, en tout cas si on veut si on veut viser la qualification et le haut du panier, voilà, il y a des choses c'est un peu difficile encore aujourd'hui, mais l'avantage c'est que si on reste dans la catégorie entre guillemets fun, jeu un petit peu de tous les jours, on peut avoir des résultats et on peut gagner des parties régulièrement en jouant vraiment ce qui nous fait plaisir, et ça c'est assez rare dans un jeu de figurines, et c'est ce qui m'a beaucoup plu aussi dès le départ, même si j'ai pas forcément choisi cette faction pour ça, parce que quand j'ai commencé, je connaissais pas du tout le jeu, je l'ai fait vraiment par feeling, et c'est ce que je conseille à tout le monde. De toute façon, voilà. Quand on commence à jouer à Star Wars Legion, il faut aller sur la faction de feeling.
me suis trouvé là-dessus. Ça correspond un peu à tous les styles de jeu, et puis j'ai pu justement explorer toutes les facettes. Donc, selon ce qu'on va build comme liste, on peut faire du très agressif corps à corps, on peut faire du très longue distance en tir, on peut faire de la prise d'objectif avec beaucoup de body, beaucoup de points de vie d'unité, donc submerger l'adversaire. On peut au contraire jouer beaucoup de véhicules. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Ouais, c'est vrai que moi, le si peu de fois enfin, ouais, j'ai quand même pas mal de parties, mais beaucoup de masse. Moi, j'aime beaucoup jouer la masse de B1, bien pour engluer un petit peu l'adversaire. Alors, ça marche des fois, et des fois, ça marche un peu moins bien. Ça dépend aussi de ce qu'il y a en face. Donc, ouais, donc toi, tu considères que c'est une faction un petit peu couteau suisse, un peu comme l'était l'Empire, même si maintenant c'est basé plus sur quelque chose de très bourrin, très offensif. Alors, L'Empire avait cette faculté d'être un petit peu tout style de jeu, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de choses, et bah, c'est la place maintenant un petit peu de cette faction du coup. La CSI voilà, prend un petit peu la main de ce côté couteau suisse où on peut faire un petit peu de tout. On est moyen, en fait c'est un peu comme les... Pour ceux qui jouent à Warhammer 40 000, c'est un peu comme les Space Marines, ils sont moyens dans tout. Ils sont... exactement. Exactement, et du coup, alors ça peut poser peut-être un peu un problème, une frustration chez certains qui n'arrivent pas à forcément surfer sur cette tendance-là. Il faut bien partir du principe que, surtout, bon, en plus là, mes propos valent ce qu'ils valent, parce qu'avec les nouveaux changements de points qui viennent d'arriver, hmm, forcément qu'il y a des choses qui sont peut-être un petit peu moins d'actualité, mais j'essaie d'avoir cette vision, puis de toute façon, voilà, le travail pour le CF me demande cette exigence-là. Euh, je suis obligé d'un petit peu de voir comment ça va évoluer par rapport à ça. Pour le moment, je suis intimement convaincu qu'en termes de puissance de feu pure et dure, aujourd'hui, c'est très difficile de tenir le menton de l'Empire, très difficile de tenir le menton du clos. Voilà. Par rapport à ce qu'ils vont proposer sur ouais, des listes très compétitives. Donc, bien sûr, on va avoir de la portée, bien sûr, on va avoir de la puissance de feu qui peut être intéressante, mais en frontline, gunline contre gunline, c'est plus complexe. je pense que ça nécessite ça nécessite une exigence de gameplay et de positionnement qu'aujourd'hui je n'ai peut-être pas forcément non plus. Ok, C'est- ok. Et du coup, cette faction, tu considères qu'à l'heure actuelle, là, pour le prochain CF par exemple, compétitif au tableau ou pas? Ça va dépendre des joueurs principalement. Aujourd'hui, je pense Oui, on manque aussi principalement de, comment dire, bon, je peux pas dire de très gros joueurs CSI parce qu'il y en a toujours eu, hein, voilà. Et puis, aujourd'hui, les gens essayent de m'affilier à ça. On verra. Pour la Star League, ça s'est plutôt bien passé. J'ai réussi à proposer on verra dans le détail des unités, mais j'ai réussi à proposer une gunline qui a un petit peu de gueule et que j'essaie d'améliorer. Mais ben, quand on regarde les championnats du monde, il n'y a pas un CSI qui s'est qualifié dans le top 8. Ça dépend des méta, ça dépend de ce que les gens vont voir arriver. Là, pour le moment, tant qu'on n'a pas vu l'émergence des Ewoks, je peux pas forcément savoir si un CSI va pouvoir surfer là-dessus. Je pense que c'est possible. Voilà, je suis pas convaincu que les listes Ewok, notamment des rebelles, soient hyper performantes contre ce que le CSI va pouvoir proposer. hmm, Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a des possibilités, je pense, que ce soit du très agressif, soit sur de la prise d'objectif pure. Je pense que le CSI doit pouvoir émerger au moins un petit peu. Surtout avec le nerf de la Blizzard Force, c'était ce qui pouvait poser problème. Si ça laisse la place à beaucoup de clones, bah, ça peut être compliqué aussi, hein, ça dépend. Voilà. C'est encore assez incertain, mais j'aime rester optimiste et pouvoir montrer que le CSI il a sa place, en tout cas à la méta française. d'accord, ça marche. Bon, bah, on va croiser les doigts alors du coup pour voir une victoire de la CSI en finale, pourquoi pas. Donc là, on avait parlé du style de jeu, du compétitif, mais pour toi, quel style de jeu elle s'adapte en tant que personne? Est-ce que il faut avoir un tempérament particulier ou pas du tout? Elle est vraiment adaptée à n'importe quel style de joueur, c'est-à-dire un joueur qui est un petit peu, on va dire, très offensif, un joueur qui est plus basé sur l'aspect défensif, réflexion. Est-ce que voilà, est-ce qu'elle peut être punitive ou pas? Par exemple, moi je prends le cas, on avait vu pour
les rebelles, c'est une faction qui est dure à prendre en main parce que chaque mauvais placement est très punitive. Les B1, il y en a quand même pas mal dans cette faction, donc c'est un peu moins punitif. Mais voilà, quel est le style de joueur, le type de joueur à laquelle cette faction s'adresse? Pour moi, faut être un joueur assez prévoyant. Et quand je parle de prévoyance, ça part dès le départ de la liste. En fait, beaucoup de gens, maintenant, ça arrive régulièrement, les connaissances que je me suis fait au fil des tournois, m'envoient des messages sur Discord. Hmm. Et ou enfin mes proches qui sont sur la boutique que je fréquente toutes les semaines, et ils m'envoient des listes, ça t'en penses quoi, ça t'en penses quoi. Et le premier truc, c'est que dès le départ, sur la plupart du temps, 90% du temps, il n'y a pas de T0, enfin il n'y a pas les battle decks, les cartes de bataille avec cette liste-là. Donc dès le départ, en fait, c'est un travail en amont que je leur fournis dès le départ, et que je répète inlassablement, quand on fait une liste CSI. Et bon, j'imagine que c'est à peu près la même chose pour tout le monde, hein. C'est juste que bon, je me suis spécialisé un petit peu de CSI avec le temps. Mais quand on fait une liste CSI, on doit systématiquement construire sa liste en fonction d'un deck de bataille. Ok. Parce que ça change tout. Vraiment, ça change tout. Il y a la deuxième des choses, c'est quand on fait sa liste, on doit également anticiper la gestion de ses ordres. C'est, je pense, la faction où c'est le plus primordial parce que beaucoup de gens s'imaginent et se disent dès le départ, ah ouais, la CSI de toute façon, il y a des ordres de phase visible de partout, c'est trop facile. Le problème, c'est que pour en arriver là, ça nécessite une réflexion sur le build dès le départ. Ouais. Donc ça, dès le départ, en fait, voilà, si on n'est pas prévoyant et si on n'a pas déjà vu sa liste, comment va s'articuler sa liste, et quelles unités vont avoir un ordre face visible avec telle carte de commandement, si on n'a pas déjà fait ça en amont, avant que la partie ait commencé, on se met une balle dans le pied, en fait. On se met une balle dans le pied. Parce qu'autant, bon, on sait qu'il y a des factions comme les rebelles, les clones, principalement, qui sont soumises à la pioche et qui doivent vivre avec, parce qu'elles n'ont pas spécialement la solution. Ouais. Nous, le problème, c'est qu'en CSI, c'est un gros avantage de pouvoir contrôler plus facilement sa pioche, certes, mais c'est une énorme restriction sur la construction de liste, parce que nous, si on ne le fait pas, on est soumis à l'IA. Et l'IA, je l'ai vécu plusieurs fois sur des parties qui étaient clés, qui étaient importantes, sur un ordre d'un B1 qui n'avait pas d'ordre parce que je me suis éloigné d'un iota de 3 mm et qu'ils n'ont pas reçu d'ordre. Je me suis pris un maul en first activation qui les close. Je peux pas sortir du CAC parce que j'ai IA attaque et je suis je peux pas le dire autrement. Voilà. Donc c'est hyper important dès le départ de voir ce truc-là. Donc un joueur CSI, il doit avoir conscience qu'il doit bosser avant sa partie en fait. Ouais. Ok. Voilà. Donc après, pour aller peut-être un petit peu plus dans le détail, les personnages CSI sont très kiffants à jouer, que ce soit Doku, que ce soit Maul, on aime jouer du site, mais systématiquement, ça nécessite de la prudence. On peut pas y aller comme avec un Yoda Chewbacca, on s'en fout, Yoda il a gardien 3 de Chewbacca, machin, ou on s'en fout, Anakin de toute façon il va pas se faire tirer dessus, tant qu'il a une esquive, le gars il va avoir trop peur de perdre un point de vie parce que machin. Nous ça pardonne pas, donc nos persos sont très tricky à jouer, très fragiles, donc vraiment je recommande avec le temps la prudence. Faut vraiment avoir ce profil-là de joueur. Ok. Mais une prudence. Alors, par exemple, si on compare par exemple à la faction rebelle qui est à peu près la même analyse, on a peut-être un petit peu moins de. Comment expliquer le truc? On peut se permettre d'avoir un petit peu plus de faire un peu plus d'erreurs avec les troupes peut-être classiques, mais pas avec les commandants chez la CSI. Peut-être que justement le fait qu'il y ait énormément de B1, voilà, on a le droit peut-être à une erreur en plus que pourrait avoir la faction Alors, rebelle peut-être, mais sans, faut éviter quand même au maximum. sans parler d'erreur, quand on commence à rentrer dans l'aspect vraiment stratégique, on peut se permettre de se dire tiens, je te lâche la petite B1 à 44 points là. Ouais. Tu fais quoi? Tu te mets à portée? Donc le mec, il va avoir envie. Il va se dire ah, il y a une B1 là, c'est facile. Celle-là, pour 2 tirs, je peux la fumer. Ah, c'est vrai. Par contre, si tu fais ça, mon coco, moi je te prépare ça, je vais me mettre à portée 3. Là, je vais te mettre un gros tir et ton unité à jouer. Et toi, par contre, je te prends 66 points. Donc quand on commence à rentrer dans des échanges d'échecs, justement, et ça, bon, j'ai joué aux échecs un petit peu en avance, donc
C'est ce qui m'a permis aujourd'hui, en partie, bien comprendre ce jeu. Le principe de je te donne un truc, je te prends ça, sauf que ben, j'y gagne en termes d'échange, c'est quelque chose qu'on peut assez facilement mettre en place en CSI, justement, parce qu'on a des unités qui coûtent pas très cher. Pourquoi pas? D'accord. Ok. Donc, pour toi, si tu devais donner un classement, donc CSI compris, les Ouais. factions les plus difficiles à affronter. Alors, je me doute que l'Empire se trouve très haut de tableau, mais comment toi tu situes les autres factions? Est-ce que, par exemple, les Alors, rebelles, tu les mets en les derniers? Est-ce que tu mets les mercenaires, enfin, je veux dire, le collectif de l'ombre plutôt au milieu de tableau? Enfin, par ton vécu. alors bon, sur les parties Star League que j'ai faites il n'y a pas si longtemps que ça, justement, je dirais que pour moi, le clone a été l'adversaire le plus compliqué. En tout cas, D'accord. dans mon style de jeu. Vraiment, bon, pour situer le truc, pour le moment, je fais des gunlines, que ce soit fond de table ou assez proche. Bon, là, j'étais en full B2, donc bon, effectivement, c'était plutôt du, comment dire, portée 2, portée 3. Voilà, sans force user, le clone a toujours été compliqué à négocier. Mhm. Bon, la preuve en est qu'avec les points, avec le changement de points et tout, je pense que ça va continuer. Parce que la différence par rapport à l'Empire, c'est que leurs unités sont vraiment, je trouve, plus résistantes. Grâce à leur système de 3+, de pions partagés, tout ça. Mhm. L'Empire, souvent, quand il commence à aligner au moins autant d'activations que la CSI, il a souvent quand même plusieurs activations relativement faibles, et quand on met l'appui dessus, bon, ça finit par mourir. Donc, c'est un peu moins gênant, mais ça tire plus loin, ça fait plus de critiques. Donc, c'est vraiment deux factions qui ont beau avoir à peu près, pour le moment, le même style de jeu où on tire beaucoup à P3, P4. Il y en a un qui fait des gros tirs bien sales, le clone avec 12-13 touches dans le nez avec du fire support, donc on se prend une unité qui se fait tabler d'un coup. Alors que l'Empire, c'est tiens, tu te prends 2 crits, puis 2 crits, puis 2 crits, puis un crit, puis 4 touches. Donc ça se négocie pas de la même façon. Mais la finalité est la même, c'est juste que pour moi, il y en a un qui est un peu plus résistant quand tu tapes dessus que l'autre. Donc c'est pour ça que globalement, j'ai tendance à mettre peut-être plus le clone en premier comme adversaire le plus compliqué à gérer, de pas très loin par l'Empire, et on verra avec la fin de la Blizzard Force. Ouais. Voilà, on verra comment ça va évoluer. Le mercenaire est clairement descendu de loin, parce que la première liste qui faisait horriblement peur et qui a tué toutes les gunlines B1, c'est les Pikes. Mhm. Vraiment, Ouais. j'étais le premier au CF de l'année dernière. J'avais monté une gunline B1 comme j'avais le secret. Je faisais des unités full avec un sniper plus une unité, un B1 supplémentaire. Donc c'était des unités de 8. Et en fait, l'arrivée des Pikes, si je m'étais pris le premier jour là, sur les 4 victoires, si je me prends une liste Pike avec 30 Pikes à gérer, ça passe jamais. Ça passe jamais ce jeu. Et j'ai pas assez de puissance de feu. Tous les critiques partent dans les esquives, c'est compliqué. Donc là, bon, leur nerf a quand même aidé. Maintenant, on peut jouer un petit peu au scénario contre eux. J'étais très défaitiste par rapport à la liste Black Sun, parce que pour moi, il n'y avait rien qui pouvait l'arrêter en CSI. Bon, on n'en parle déjà plus, c'est réglé. donc pour moi, voilà, le mercenaire est descendu un peu de son piédestal. Pareil, du coup, on verra ce qu'ils sont capables de proposer. Et ouais, ça doit valoir à peu près les rebelles. Les rebelles, parce qu'ils partent de loin. Et toujours, le rebelle, quand on commence à le saturer de plein de tirs, on sait, hein, quand ça défend au dé blanc, le CSI lance quelque chose, on n'aime pas. Mhm. On n'aime pas. Donc, je peux pas dire que ce soit une faction qui soit facile à appréhender. Oui. Mais quand on reste sur le b.a.-ba des mécaniques de jeu en disant voilà, je dois gratter une activation pour commencer à gagner au scénario et on reste concentré sur le scénario, c'est toujours faisable. C'est toujours faisable contre un rebelle. Voilà. Ok, ça marche. Les erreurs à éviter quand tu joues CSI hors carte deck de bataille. Les erreurs, on va dire, classiques que tu as pu faire toi par expérience ou que tu as déjà vu et qu'il faut éviter, qui est très punitif pour cette faction. Dans le deck de bataille, tu parles? Hors deck de bataille. Hors deck de bataille. Hors deck de bataille, jouer trop de véhicules. Jouer trop de véhicules parce qu'aujourd'hui, dans la méta, on se rend compte que ça, c'est pas ce qui permet de scorer au niveau des scénars. Mhm.
Donc c'est à mon grand regret, hein, parce que bon, voilà, je me suis avant tout mis à cette faction quand le char d'assaut blindé est sorti. C'est l'unité qui m'a fait lancer et l'annonce de Dark Maul en même temps. C'était un Sarlacc, je me rappelle. Mais ouais, c'est un char qui avait tellement de gueule que ça m'a donné envie de jouer tout de suite. Donc voilà, il a perdu de sa superbe, surtout que maintenant, voilà, il y a quand même beaucoup de couverts de partout. Donc quand on a accidé, un couvert Ouais, lourd, ça fait beaucoup c'est moins bon. rêver. Mm. Pour un truc qui vaut très cher en points. Les erreurs classiques que j'ai pu faire au début, moi je me rappelle, hein, c'est d'avoir été beaucoup trop gourmand avec du Dark Maul, avec des sites. On se dit, ah vas-y, je vais foncer dessus, je vais défoncer la tête, et ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout, on perd son Jedi beaucoup trop vite, enfin son site en l'occurrence, beaucoup trop vite, et c'est endgame direct, ça peut finir en table rase parce qu'on n'a plus rien derrière. Enfin, faut faire très attention à ça, et c'est bon, maintenant voilà, c'est un style de jeu qu'il faut s'imposer. Foncer tête baissée avec un site, je le vois encore souvent, et puis voilà, j'essaie d'expliquer qu'il vaut mieux faire double move en attente, c'est beaucoup plus safe et beaucoup plus intelligent, même s'il faut faire attention à pas le faire dans n'importe quelle situation, parce qu'il y en a plein de situations qui marchent pas. Mais ouais, c'est principalement le premier truc, quoi. Quand on joue ici, faut pas foncer tête baissée, il faut faire attention. Et ouais, on a malheureusement à disposition plein de chars, et pas qu'ils soient mauvais, hein, attention. Il y en a plein, il y en a plein qui en ont sous le pied. Joueurs de Staps maintenant, beaucoup. J'ai appris à les jouer, j'encourage à le faire. C'est une très bonne unité, on en reparlera, on va y revenir. Ça reste un véhicule, mais voilà, pour moi, c'est quand même l'un des seuls véhicules qui reste viable pour les scénarios, justement. Ok. Voilà, grosso modo. Il y a aussi un peu garder aussi la cohésion pour justement pour donner les pions ordre comme on l'a dit, ça c'est Alors oui, bien important. sûr, bah, ça c'est vrai que après les joueurs s'en rendent compte en général au bout de Ouais. 2-3 games. Euh, faut, quand on joue, alors soit on joue des B1, soit on joue pas de B1. Quand on joue des B1, forcément il faut rester paquet. Et encore que, quand on se rend compte qu'on peut jouer de les cohésions de figurine à figurine, en fait Ouais. on va vachement loin. On va vachement loin, et du coup, bon, ne pas. Enfin, en fait, il faut arriver à doser assez justement les ordres directs que nos commandants peuvent donner. Avec l'ordre improvisé, ne pas en avoir trop pour pas gaspiller des points alors que c'est pas forcément nécessaire. C'est juste préparer, en fait, quand on prépare sa liste, on se dit bon bah voilà, alors, du coup chaque tour ça fait la chaîne de ça va jusqu'à mon Magna-Garde, bon bah ça c'est bon, et du coup truc là, et ça sert à rien d'avoir deux commandants qui font des direct orders si au bout d'un moment il y a un ordre direct qui meurt et qui sert à rien. Mm. Voilà. Mais bon, voilà, globalement, oui, c'est un truc à penser et qui est important. Oui, quand on joue des B1, en général, on joue assez paquet. Là où, avec des B2, on est beaucoup plus libre de nos mouvements, et ça permet de faire plein d'autres choses différentes. Ça marche. Quels sont pour toi les meilleurs commandants de la faction CSI? Bon, alors, aujourd'hui, un joueur qui veut tirer fort et qui aime avoir beaucoup de pions verts, que ce soit des B1 ou des B2, hein, n'importe. Hein. Si on a envie de tirer, qu'on veut jouer du char, voilà, c'est Kalani. Il surpasse tout le monde, il est juste trop fort. C'est une petite déception pour moi parce que tous les super droïdes tactiques me donnaient envie. Aujourd'hui, Kraken, il vaut exactement le même nombre de points que Kalani, et je n'ai jamais réussi à trouver un sens à mettre Kraken à la place de Kalani. En fait, c'est aussi simple que ça. Donc pour le moment, c'est la déception parce qu'il va le même nombre de points. La question peut se poser avec la petite baisse de points du STD qui est générique. Mm. Il aura peut-être sa place pour plusieurs raisons. J'y reviendrai quand on fera peut-être le détail. Voilà. Ça m'est arrivé peut-être une ou deux fois de me dire ah bah j'ai pas besoin de Kalani, je peux me contenter du Mm. générique, je gagne 10 points. Voilà. Donc clairement, il n'y a pas photo. Donc ça, c'est quand on a 100 points à craquer pour un commandant, hein, Mhm. parce que Kalani apporte vraiment. Derrière, bon après tu me diras, on n'en a pas tant que ça des commandants. Donc, la question, elle, se- elle est assez vite réglée. Le droïde tactique de série, le T-Série, enfin, comme pour toutes les factions, quand on n'a pas forcément besoin d'un commandant plus que ça, et pas besoin de carte de commandement particulière, le T-Série
fait le taf sans aucun souci parce qu'il a un directeur d'heure et c'est tout ce qu'on lui demande. Donc il n'y a pas de souci. Et puis il vaut quand même 2 fois moins cher, donc ça permet d'aligner une autre activation à côté, donc pourquoi pas. Le problème, c'est que voilà, le compte Doku a pris un grand coup derrière la tête il n'y a pas si longtemps que ça avec le Force Choc, pardon. Donc, à voir si sa baisse de points fait que c'est quand même viable, pourquoi pas. Tout seul, c'est compliqué, il faut articuler vraiment une liste autour de lui. No spoil, hein, c'est Ventress, hein, voilà, en gros. Et ben après, bon, je peux pas forcément trop parler du général Grievous parce qu'il est parti un petit peu de la scène pendant un certain temps. Ouais. Mais là, il a tellement pris des points en moins que je vous cache peut-être. pas que je risque d'essayer un petit peu un entraînement quand même. Ok, donc Grievous c'est Voilà. en interrogation. Grosse interrogation sur Grievous, pourquoi pas. Mais après, quand on regarde finalement dans ta conclusion, les commandants, les porteurs de sabre sont pas forcément les meilleurs choix, peut-être. Pas dans les commandants, malheureusement. Je pense Ok, que dans les agents, il y a plus, oui, il y a plus il y a de mieux. cam, il y a plus de cam sur les agents à faire avec ça. Enfin, c'est con parce que le compte Doku, il y a 3 semaines, il était revenu sur le devant de la scène. J'ai trouvé, enfin, peut-être pas dans le top 4 ou Oui, top voilà machin, mais pour moi il y avait matière à se qualifier un championnat de France avec une liste Doku Ventress parce que justement il y avait plein de choses très intéressantes à faire grâce à ça. Je suis pas sûr que ce soit d'actualité. Peut-être que je me trompe, hein, peut-être que remplacer le Force Choke par un Burst of Speed sur les deux sites réglera le problème et en fait on se rendra compte que c'est toujours aussi dangereux. Pourquoi pas? Je demande que ça. Parce que entre deux gunlines, parce que j'ai l'habitude de faire des gunlines et ça m'énerve un peu. J'aime bien varier un peu les plaisirs parce que bon, je suis un fervent admirateur des sites. J'aime beaucoup les jouer et c'est un peu pour ça qu'on joue à Star Wars quand même. Donc ça me faisait beaucoup de bien de revoir des listes double site, même mono site, hein, pourquoi pas ressortir et ça va, on va voir ce que ça va donner avec ce changement de règles un petit peu inattendu qui en a surpris plus d'un, moi le premier. d'accord. Alors les commandants c'est fait. Et les Ouais. meilleures unités. On sait qu'il y a quand même un bon choix hein, chez la CSI. Alors, on a le basique B1, voilà, la troupe, les chips qu'on envoie pour se faire fracasser face à des phases de tir, pour envoyer discretos d'autres unités un petit peu plus badass et prendre les objectifs. On a les druides de K qui, bah, je sais pas ce que t'en penses, on verra, mais souffrent un petit peu de leur coût en points, sont un peu chers pour ce qu'ils font. On a pareil les B2 qui malheureusement leur portée n'est pas aussi optimale par rapport à leur coût en points. On a les Staps qui sont rapides, mais est-ce que ça vaut une moto jet par exemple Empire? Les véhicules que tu as dit qui étaient un petit peu chers et surtout qui ne sont pas adaptés au nouveau système, enfin, au système de jeu actuel de Star Wars Legion. Euh, voilà. Pour toi, quelles sont les unités les plus intéressantes et peut-être intervenir sur ce que j'ai dit sur certaines qui finalement je me trompe peut-être avec ma petite expérience CSI. Alors aujourd'hui, évidemment, le B1 reste toujours une valeur sûre. Mm. Ça, y a pas de souci. On peut toujours faire plein de choses avec parce qu'on peut leur donner des médecins, on peut leur donner des réparateurs, on peut leur donner des armes spé ou pas, on s'en fout. C'est toujours du body, ça coûte pas cher, ça court, on s'en fout. Voilà. Sur des scénarios, pour pas forcément rentrer trop dans le détail, mais sur des scénarios comme Key Position, on peut se permettre aujourd'hui de refuser complètement une game et de se dire, bah voilà, en fait, je vais juste courir comme un con au T6, j'ai juste trop d'unités, tu peux pas contester mon objectif central, c'est tout. Voilà. Donc ça fait pas du beau jeu, c'est ce que je suis en train de dire, hein, ça fait Mm. pas du beau jeu, mais ça fait gagner des parties. Donc aujourd'hui, en compétitif, c'est un petit peu ce qu'on recherche. Donc le B1, voilà, c'est toujours le petit couteau suisse, on en fait ce qu'on veut, selon comment on l'équipe, il n'y a pas de problème, enfin, j'ai beaucoup d'amour pour cette unité, forcément, parce qu'en plus, voilà, on a assez peu d'hésitation à les sacrifier quand c'est nécessaire, déclencher des cacs à la con pour emmerder le monde, et puis il n'y a jamais un Jedi qui s'éclate à charger des B1, ça c'est Mm. sûr et certain. Donc voilà, ça c'est toujours de toute façon une bonne unité, heureusement, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même la base, hein. Mais
dans la méta à l'heure actuelle, pour moi, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le B1 en gunline, très compliqué. C'est très compliqué parce que ça tire pas fort. Les armes SP aujourd'hui, bon bah c'est bien mignon de mettre un critique ou deux par-ci par-là, mais ça suffit plus. Et quand ils commencent à s'exposer, eux ils se prennent 4-5 touches en échange, donc ils se font vaporiser la tronche. Donc c'est dans ce sens-là que ça devient compliqué, c'est que ben voilà, on a beau aligner, faut pas oublier qu'avec un sniper, le B1 il commence à coûter dans les 60 points, ça commence à être une unité qu'on a envie de déglinguer, voilà. Donc et qui justement coûte des points. Donc c'est un peu compliqué à l'heure actuelle d'en faire une gunline. J'ai beaucoup d'amour pour les B2. Ouais, moi aussi. Je les ai beaucoup joués récemment. Pourquoi? Parce que j'ai repéré que cette méta nous met tout le temps à couvert lourd. Donc quand je dis que j'ai beaucoup d'amour pour les B2, il y a malheureusement qu'une seule configuration qui fonctionne, c'est avec un B2 achat et avec un T-Série qui enlève l'IA et qui rajoute un dé rouge à portée 3 et le fiable 1 pour l'adrénaline. En ce moment, c'est ce qui rend les affrontements contre les rebelles beaucoup plus abordables. C'est que n'importe quelle troupe qui se trouve à portée 3 des B2, ils peuvent se prendre 3 touches et ignorer les couverts et ça fait pas les malins. Quand on défend des blancs, ça fait pas les malins. Voilà, donc ça c'est la base. Et puis bon, bah, quand vous vous retrouvez à P2 avec ce genre de truc là, vous montez en l'air à peu près tout ce que vous faites, en fait. Donc le B2 c'est résistant. Alors attention, hein, c'est pas aussi résistant que ça le voudrait, mais quand c'est bien à couvert lourd avec armure 1, machin, sauf quand les impériaux font 14 critiques, ça se passe en général pas trop mal. C'est une unité qui est pas forcément évidente à jouer, parce que justement, on a l'impression qu'on se dit on peut y aller, on a 9 points de vie, machin. Ça peut se faire tuer en 3-4 tirs, mais voilà, faut bien compter 3-4 tirs. Donc en échange, on se dit, voilà, je vais exposer un petit peu ce petit B2-là, t'avances ça, ok, ben moi j'en ai encore 2-3 qui arrivent, je vais me positionner à portée 2 après, machin. Voilà, ça s'anticipe, ça se négocie, c'est beaucoup plus libre, on n'a plus forcément besoin de se dire, voilà, je veux un ordre dessus, on s'en fout. On peut se dire, il y a 2 B2 qui partent à gauche, 2 B2 qui partent à droite. Ça donne beaucoup de flexibilité à une armée qu'on imaginait un petit peu rigide. Donc là, les B2, c'est pas du tout le cas. C'est très, très autonome. Sur intercepter les transmissions, ça m'est déjà arrivé d'envoyer juste une B2 aller contester le point de l'adversaire. Le mec en face s'arrache les cheveux parce qu'il dit qu'est-ce que je vais faire, comment je peux gérer ça. Donc c'est une excellente unité en ce moment. Pour moi, c'est mon coup de cœur. Vraiment, j'ai été très, très content de pouvoir performer au French War Games Day et à la Star League avec ça. Donc moi, c'est un conseil. Apprenez à jouer les B2 en ce moment. C'est assez sympa. C'est assez sympa. Puis bon, ceux qui font on aime l'unité. C'est facile à monter, c'est facile à peindre. Ouais, c'est génial. Voilà. Ça, c'était pour les troupes. Tac. On va parler des forces spéciales. Ouais. On a eu une très grosse baisse de points sur les BX. Enfin, très grosse. Une bonne baisse de points sur les BX. Ouais, c'est pas négligeable. Ça leur fait du bien. Pour moi, c'est toujours pas suffisant. Il y a des choses à faire, des choses à essayer. Pourquoi pas? La baisse en points du bouclier peut peut-être essayer de valoir le coup. Le problème, c'est que pour moi, ça sera toujours de toute façon moins fort que les Arc Troopers à l'heure actuelle. Ouais. Même les Maniagardes, tu les mets au-dessus des BX? Ils ont 8 points de vie avec un des rouges. Ils ont toujours au moins une esquive avec eux. En fait, ça en fait pas forcément la même utilité quelque part. Vrai. Surtout que le Maniagarde, il a changé un petit peu depuis qu'il a plus de lance-missile non plus. Ils se sont un petit peu plus rapprochés, mais en fait, voilà, quand tu regardes les squads de base, tu as 64 points pour 4 points de vie, 72 points pour 6 points de vie. Bon, bah voilà. Tu peux éviter 2 points de vie de plus, quoi. C'est clair. Et en plus, bon, t'en restes pas là. Enfin, tout équipé, pour moi, il n'y a encore pas assez d'écart entre les deux, en fait. D'accord. Parce que les pions verts, c'est la vie, parce que le BX, on sait tous que c'est qu'un craquage au dé rouge, donc ça peut mourir très très vite. Et puis là, soit on en fait une unité de corps à corps, et auquel cas, en ce moment, on n'en voit pas trop la couleur, c'est compliqué. Hein. Et puis bon, au pire, on va se retrouver au corps à corps, on va balancer 4 dés rouges, on va être content. Enfin, il va pas se passer grand chose, quoi. Il va pas se passer grand chose. C'est dommage parce que c'est justement, j'en ai 2 escouades, je n'ai pas acheté la 3e parce que bon, ils n'ont pas été assez longs pendant assez longtemps.
Les snipers, j'ai essayé de tourner ça dans tous les sens. Hmm. Je pense que c'est encore un truc qui peut valoir le coup, parce que bon, je vois pas en quoi l'impérial pourrait se permettre de jouer 3 escouades de snipers ou le rebelle aussi, alors que le mien il défend des rouges en fait. Hmm. Donc pourquoi pas. Je pense que l'une des meilleures façons de jouer le BX aujourd'hui, c'est encore le sniper, parce que si on le fiabilise avec des pions et qu'on build de ça pour se dire ok, quand je vais tirer, j'aurai toujours mon pion visé, malgré l'IA, malgré plein de choses. Euh, le sniper fera encore beaucoup de dégâts parce que c'est un sniper qui tire très fort. Si on lui file le pion visé en plus, il fera un meilleur taf que n'importe lequel sniper en face. D'accord. Voilà. Mania Guard, c'est du must-have. Voilà, aujourd'hui, alors moi, j'en joue un peu, j'en joue de moins en moins parce que mes listes le permettaient pas trop en termes de gestion d'ordre, justement. Hmm. Je pouvais pas avoir un troisième type de token Force SP dedans, qui allait forcément dans le pool dans mes builds. Mais c'est une unité qui m'a manqué parce que je l'ai beaucoup joué pour le CF. Clairement, je vais le dire de but en blanc. Bah, justement, tu as interviewé Néphil, joueur rebelle, sur Hmm. la première interview. C'est un joueur que j'affronte en quart de finale perdante au CF. Juste Ouais. après ma défaite en quart de finale, je joue contre lui. Ouais. Ce sont des Maniagards qui sauvent la partie. Voilà. Il y a aucun. C'est juste parce qu'ils sont trop forts et que s'ils ont été pétés pendant longtemps. Hmm. Donc voilà, ils sont encore d'actualité, même sans le lance-missile, parce que le lance-missile, alors voilà, pour tous ceux qui ont été déçus de ne plus pouvoir trop jouer du lance-missile parce que ça coûte beaucoup plus cher. Moi, en fait, je l'ai très bien vécu ce changement, parce que avant, j'exposais beaucoup mes manigards pour mettre mon tir de lance-missile à la con, qui au final faisait pas forcément grand chose. Et puis maintenant, bah, comme je joue pas le fouet particulièrement, machin, et je joue plus le lance-missile non plus, parce que ça devient trop cher, ça rentre plus dans mes listes. Donc je joue juste un mania supplémentaire, et comme ça peut pas tirer à plus de portée 2, bah, je les plante. Et comme je les plante, bah, ils survivent. Et comme ils survivent, bah, T5, T6, ils cassent les couilles à l'adversaire. Ouais. Ah, c'est vrai que pour les démonter après en peu de temps, ça devient complexe. C'est Bon, exactement ça. sauf si Quand ça t'as un traverse les porteur de lignes. sabre Mais bien même, badass. Mais après, n'importe ouais. quel porteur de sable peut se casser les dents dessus parce que 8 points de vie Ah oui, c'est ça. Hein, qui ouais, est il pas faut 2 tours. perforant, Ouais, il faut 2 tours, quoi. c'est Ouais, plus que ça, parce que même un Anakin Perfo 3, il a pas Perfo 3 dessus en fait. ah ouais, c'est ouais, ouais. Donc c'est un enfer en fait. Deux Hmm. escouades de maniagards qui traversent les lignes, ça commence à casser du collectif. Ouais. Ça fait Donc plein de choses. un Vraiment. conseil pour les joueurs, attendez de sortir vos Mania Guard et sur les derniers tours, prenez les derniers objectifs avec eux Exactement. et puis ça va Et puis bien. accessoirement, ça va peut-être pouvoir permettre de rejouer Grievous. Ouais, avec son Ça couvre-point. peut Hmm. aussi continuer de permettre de jouer Doku, parce que Nostrus, on n'oublie pas, Nostrus, ça a été l'inventeur de la Doku triple Mania Guard. Hein. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont été terrifiées par ce genre de rush-là. Euh, donc, je l'ai pas forcément beaucoup joué, mais ouais, si je l'ai affronté une fois, ça fait pas rire. Ça fait pas rire. Ouais, c'est un souvenir quoi. Ça Ouais, marche. ouais. Ok. Voilà. Les véhicules du coup. On a le Alors, STAP, on a le cab. alors, on va partir sur soutien, le petit soutien. Ouais. Donc, on a droïde de casse, Stab, c'est le droïde nain DSD1. Alors, je remets pas en cause le DSD1, il y a plein de gens qui l'ont déjà très bien joué. Moi, c'est juste peut-être une unité qui n'est pas pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai toujours trouvé cette unité très rigide. Mhm. Et on pose sa tourelle, et après on fait recover, tir, recover, tir, recover, tir. Quand on a besoin de bouger, alors je n'ai peut-être pas été très bon avec, je ne le remets pas en cause, mais j'ai toujours trouvé cette unité assez rigide, et moi j'ai besoin de me projeter, j'ai besoin de bouger beaucoup sur la map. Donc, Ouais. j'en ai 3, hein. J'en ai 3 à la maison, mais j'ai jamais bien réussi à les jouer comme j'avais envie de les jouer. Et ouais, peut-être que j'ai essayé le lance-flamme à l'occasion, c'est vrai que j'avais pas eu trop l'occasion, mais voilà, c'est pour ça que je peux pas ni la conseiller ni la déconseiller. Bon, elle a fait un taf monstrueux avec son arme ionique avant son premier nerf. Aujourd'hui, ça peut peut-être être une solution pour continuer de tirer fort sur des listes clones qui n'auraient peut-être pas forcément trop les moyens de les gérer parce que c'est bien beau de tirer très fort, mais quand on a armure 3, c'est peut-être pas la même. Voilà, donc pourquoi pas à essayer si le clone commence à surpeupler un petit peu la méta. Le droïde de casse, malheureusement, 5 points de moins, ça suffit pas. Ouais. Je suis intimement convaincu que ça fait 2 ans qu'ils doivent avoir au moins le surge en touche.
Parce que on se rend compte que, ok, c'est résistant, hein, mais s'ils se font ignorer par l'adversaire, ça fait zéro. Zéro dégâts. C'est une catastrophe. Une catastrophe, et on est sur ce milieu entre ça tire pas très bien et ça se déplace moins bien qu'un Staps. Bon, bah voilà, en fait, la réponse, elle est assez vite. Elle est assez vite réglée. Le Staps, pour moi, ça reste la meilleure unité CSI véhicule du moment. D'accord. Pour les mêmes raisons que les motojets impériales le sont de leur côté, que les motojets, les swoops du collectif aussi, parce que sur Bombing Run, on peut tuer des parties avec ces trucs-là si le mec a rien pour gérer ça en face. Principalement. Voilà. Et puis enfin, le char d'assaut blindé de la Fédération du Commerce. En ce moment, je trouve que c'est compliqué, parce que justement, comme il a un très gros socle, c'est du couvert lourd de partout. Par contre, on reste sur un très bon anti-Jedi. On n'oublie pas que comme on craque pas d'esquive, Oui, c'est des vrai. choses comme ça, Anakin il n'est pas trop fan de ça. En ce moment, Anakin on le voit quand même tout beaucoup. Enfin n'importe lequel, hein, que ce soit même un Dark Maul du collectif, quand il y a un char d'assaut en face, il aime pas trop sortir. Sage Ventress, elle va pas aimer trop sortir dessus non plus. Voilà, donc pourquoi pas. On se dit, voilà, si on craint vraiment les Jedi, on peut essayer ça. Ça reste un bon anti-blindé aussi, parce que ça a de l'impact, ça peut faire critique 3, des choses comme ça. C'est toujours intéressant. Et puis bon, c'est vachement résistant, donc on craint pas grand-chose avec un câble. J'ai beaucoup d'amour sur le NR N99, même si je ne l'ai jamais proposé en compétitif. Mais j'ai été surpris une fois d'en prendre un au French War Games Day, l'équivalent de la demi-finale. C'est ça. D'accord. Pour moi, la liste était très, très ésotérique. Enfin, ça partait dans tous les sens. Il y avait peut-être un token de chaque unité de partout. Donc je comprenais pas comment il avait build son truc. Et puis je me suis pris un Rush NR N99 dans le nez avec une Black Sun dedans. Et là, je me suis dit, ah ouais. Alors, je connaissais déjà la puissance de feu du machin, que c'était capable d'envoyer. Et c'est vrai que c'est une unité, on se rend pas compte, ça c'est pas très résistant, parce que Oui, bon, c'est même vrai. si c'est 11 points de vie et que on s'approche un petit peu de la résistance d'un TRTT, mais que on se prendra souvent l'impact 1 sur les flancs, parce qu'il y a ce point faible, ce petit point faible à la con. Au final, c'est un char qui coûte pas très cher, qui a une très grosse mobilité, et si on le met dans la bonne configuration, à portée 2, ce truc, ça envoie 9 touches, ignore les couverts, ça relance 25 dés. Donc, en fait, ça fait des dégâts monstrueux. Donc, je pense sincèrement qu'il y a un truc à faire. J'ai, pour le moment, pas vu de liste vraiment très compétitive qui permettait de le jouer de façon safe. Mais je me suis toujours dit qu'il en avait vraiment sous le capot et qu'il y avait quelque chose à faire avec. Ouais, il y a quelque chose à creuser, c'est une Ouais, unité. tout à fait. Dès lors qu'il y aura un joueur compétitif qui aura trouvé la clé, il y a moyen de De toute faire quelque façon, chose c'est d'intéressant ça. avec. À partir du moment où on a la règle ignore les couverts, dans cette méta actuelle, c'est intéressant. Et là, ce truc-là, avec ignore les couverts, il balance 9 patates et il en lance tellement que Search touche machin, il fait 7-8 touches, ignore les couverts. Tout le monde sait ce que ça fait avec un Black Sun. Voilà. Ça marche. On a fait le tour, Voilà. je crois. Ouais, bah ouais, on a fait un peu le tour. Ouais, c'est ça. Si Ouais, on n'a pas les parlé agents. des agents Ouais. Maul et Ventress, euh, 23, pour tu m'as moi, dit ça que c'était si. pas mal. Ouais. Ouais, à voir comment elle va survivre Ouais, au truc. avec ou sans Doku. Maul Ventress, j'ai essayé, c'est très sympa. Maul Ventress avec triple Staps, il y a quelque chose à faire. On est sur du porteur de sable qui coûte pas forcément trop cher, qui a ses gros points faibles, ses gros points forts, ses gros points faibles. Quand on joue en toute connaissance de cause avec, il y aura voilà le Maul essuie-glace en lancer de sabre existe toujours, et toujours. Enfin, voilà. Pour moi, ça reste deux très bonnes unités. Si on kiffe les sites, Ok. voilà. Les listes les plus fréquentes, c'est si. Alors, rapido, ça, on n'est pas obligé de rentrer dans les détails, mais on va dire celles qu'on voit habituellement, souvent. Est-ce que c'est max de B1 avec justement Kraken, peut-être, ou est-ce qu'on va avoir des unités plutôt un mix entre B1, B2 et puis peut-être des STAP, porteurs de sabre ou non, enfin voilà. Quelles sont les listes que tu vois le plus Je vois beaucoup de mix B1, B2.
Ce qui Ouais. en soi n'est pas forcément dégueu, parce qu'effectivement, on peut toujours se dire, voilà, mettre un ou deux réparateurs derrière des B2, ça fait toujours plaisir. Mais voilà, le B1 est vraiment passé en retrait et plus autant gunline qu'avant. Même si il y a toujours quelques petits énervés en France qui aiment bien Oui. mettre beaucoup de poison dessus. Pourquoi pas, hein, ça peut être un avenir. Bon, pour le moment, j'y crois toujours pas, j'ai toujours pas essayé. Et puis j'ai pas les filles, surtout, j'avoue, parce que la boîte de poison, faut quand même l'acheter un paquet de fois. Mm. Euh, Qu'est-ce que je vois? Je vois beaucoup de Maniagarde, forcément. Ouais. Forcément, beaucoup de Staps, parce que c'est un peu le moment, l'unité du moment. Enfin, disons qu'en fait, on était obligé de le faire à cause de la Blizzard Force. Parce que la Blizzard Force, aujourd'hui, elle nous imposait des decks de bataille parce qu'elle avait moins de points que nous, et comme il y avait 4 monojets, il y avait toujours Percé et Bombing Run. Et bah, le CSI, le problème, c'est quand il est sur Percé et Bombing Run, il a plutôt intérêt d'avoir des Staps, parce que Mm. sinon, c'est compliqué. Ouais, c'est vrai. Donc ouais, beaucoup de choses comme ça. Je voyais arriver un petit peu du compte de coup de la Sage Ventress. Donc ça, on va voir comment ça évolue. Faut que je me replonge sur l'entraînement. J'espère voir du Grievous arriver. Ça serait cool. Principalement du Kalani. Hein. Mm. Principalement du Kalani parce que voilà, moi j'ai très peu vu de STD ou de Kraken et bon, le peu de fois où j'en voyais, pour moi c'était des erreurs. Vraiment. On se dit, on fait mieux avec un Kalani en fait. Voilà. J'ai pas vu beaucoup d'alliances de mercenaires avec. D'accord. J'étais un petit peu le seul irréductible en fait. Avec les pikes? Et ouais, le Pike combinait bien avec du B2. Je pense passer à autre chose, essayer de proposer des choses différentes. Parce que j'ai beaucoup joué les Pikes en alliance avec des B1 et des B2. Ça apportait encore beaucoup. Aujourd'hui, c'est un peu moins fort. Ça coûte un peu plus de points. L'intérêt peut changer. D'accord. Et puis sinon, je vois régulièrement du DSD1 quand même. Mm. Voilà, ça je peux pas le nier, même si ça a pris des points. Voilà, avec du Kalani, ça a toujours été joué. Ouais, principalement c'est ça. Ouais. Ok. Donc là, on avait vu tout à l'heure un petit peu les erreurs à éviter. Maintenant, on va parler des cartes de scénario et de déploiement et de conditions. Quelles sont pour toi les cartes vraiment à éviter? Ou est-ce qu'il n'y a pas... ça dépend vraiment du style de liste, mais typiquement, si on joue par exemple, je sais pas, des B2 ou des Mania Guard, quelles sont les cartes vraiment à bannir? Parce que si le jeu est vraiment. Enfin, le style de jeu est ancré par rapport à ces unités-là. Vu qu'en plus tu as parlé que tu vaut mieux construire des listes par rapport à des cartes de bataille, justement, quelle carte de bataille tu conseilles pour tel type de liste? Alors, euh, globalement sur les scénarios, l'avantage c'est que les comment dire, la CSI peut aujourd'hui essayer de jouer sur tous les tableaux des scénarios. Mhm. Après, en fonction du build de notre liste, et c'est ça qui fait aujourd'hui un petit peu la richesse du jeu aussi, hein, c'est qu'on peut faire n'importe quel build de ce qu'on veut, on sera jamais bon sur les 8 scénarios. Il y aura Mhm. forcément entre 4 et 6 très bons scénarios et 2 très faibles, en fait. Donc aujourd'hui, si on ne joue pas de site, évidemment, on ne part pas sur échange d'otages. C'est du D'accord. suicide. Parce qu'en général, de toute façon, le mec qui va vous proposer ça, il aura un Jedi ou un Sith en face. Et donc, par expérience, il suffit de regarder un petit peu et il faut pas hésiter à me whisper pour montrer les tricks. Je les montre sans aucun souci. Aujourd'hui, un échange d'otages contre un Seigneur Sith ou contre un Jedi, nous, on n'en a pas, c'est perdu à 80%. Mhm. Voilà. Pour des petites techniques à la con, mais quand on connaît pas, ça fait toujours bizarre. Euh, la CSI reste toujours très intéressante sur intercepter les transmissions. C'est un scénario que j'ai beaucoup gagné en CSI. Après, alors attention, si on joue du Staps, ça devient beaucoup plus compliqué. Parce que les Staps, on en joue par 3. Oui, ça, c'est un petit truc aussi que j'ai pas forcément dit. Hein. Ah oui, c'est vrai, tu Et les joues par 3. Ok, pas 2 le mais Staps, 3. Ok. c'est pas 1, c'est pas 2, c'est 3. Voilà. Ok. Sinon, on perd beaucoup plus d'intérêt, c'est beaucoup plus compliqué. C'est une unité qui nécessite vraiment d'arriver en disant voilà, je me suis posé, tu peux peut-être manger rien, mais tu pourras pas gérer les autres. Ouais. Voilà. Mais il y a un timing, et du coup, comme c'est quand même une unité qui est pas très résistante, quand on l'expose, ça meurt.
Donc, intercepter les transmissions, quand on joue du STAPS ou du véhicule, on évite à tout prix parce que c'est compliqué. Mais quand on a 48 B1, full B2, machin, intercepter les transmissions, on fonce dessus, c'est très rigolo. Ouais. La CSI, globalement, est très très bonne sur aussi un autre scénar que j'aime beaucoup, c'est le... ça s'appelle charge explosive en français. Ouais. Donc, amener le petit chariot à bon port, ça, la CSI, comme c'est une armée qui est très mobile, et puis on a toujours ce pack qui avance de B1, donc on joue B1 ou B2, ou STAPS, même là, parce que avoir toujours 3 STAPS qui peuvent aller contester le chariot adverse, ça fait rigoler personne. Hein. C'est un scénario qui est très intéressant. Key Position, je l'ai expliqué tout à l'heure, personne kiffe avoir une armée de B1 qui sort de leur couvert T6 pour aller contester le jeu central. Là où c'est bien, alors sabotage d'évaporateurs, c'est pareil. C'est-à-dire que si on fait une liste avec plein de B2 partout qui sont là pour tirer très fort, et ben c'est pas forcément très bien parce que du coup on va devoir cramer des actions pour prendre un sabotage pour saboter un vapo. On a autre chose à faire. Alors que si on a une liste avec plein de B1 qui ont juste 6 mecs et qui ont rien de mieux à faire que de taper des vapos, c'est un super scénar. C'est un super scénar, puis en plus, tout ce qui va nécessiter de finir au kill point, bah, vous proposez des unités qui valent 38 points, et en échange, bah, vous essayez de gratter des trucs qui en valent 50, une unité pour une unité, vous gagnez au KP. Voilà, donc c'est le super scénar. Je l'ai dit tout à l'heure, mais percer plasticage, bah, quand vous ne jouez pas de STAPS, ça peut s'avérer très compliqué. Faut pas se démotiver non plus, parce que si on joue que des B2 ou des B1 et qu'on doit traverser la table, bon, il y a toujours moyen d'essayer de poser des bombes au passage, hein, bien sûr. Hein. Mais en fonction de la liste adverse, c'est plus ou moins évident. Et en fonction forcément du déploiement aussi. Hein. Il y a des déploiements qui sont beaucoup plus faciles à appréhender pour traverser la table que d'autres. Voilà, donc globalement pour les scénars, c'est ça. Récupération de ravitaillement, c'est peut-être celui où je me sens un peu le moins à l'aise en général. Parce qu'aujourd'hui, les listes qui partent là-dessus, elles ont toujours du scout. Elles se déplacent à vitesse 3 avec des Mandaloriens. Le CFI a un peu du mal à gérer ça. Voilà. Donc c'est vrai que globalement, c'est une appréciation personnelle. Je suis pas certain que ce soit une généralité. Mais récupération de ravitaillement, pas très à l'aise dessus assez fréquemment. Okay. Donc ça, c'est un des trucs. Pour les déploiements, c'est assez binaire. En gros, vous avez une liste qui rentre dedans, bah, il faut du déploiement proche. Vous avez une liste qui nécessite d'être le plus loin possible. On prend des déploiements les plus éloignés possibles. C'est aussi simple que ça. Petite astuce pour ceux qui veulent se lancer un petit peu sur les chariots à escorter jusqu'au décor, faites toujours très attention au déploiement. Le déploiement, en fait, comme on n'a pas le droit de choisir un décor qui est entièrement dans la liste dans la zone de déploiement, pardon, qui doit être au moins à cheval. Choisissez un déploiement où vous allez faire courir un peu plus l'adversaire que vous. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est un petit détail à la con, mais du coup, parfois on peut se dire, on peut partir sur tel ou tel déploiement. Grâce à ce décor-là, ça nécessite de l'anticiper. J'ai pas grand-chose à dire sur les déploiements. C'est fréquent, on peut se retrouver à accepter des véhicules éclaireurs alors qu'on n'a pas de véhicule. La CSI peut être amenée à aimer ça, puisque justement, on a ce petit décrochage en L qui permet de se projeter vers le centre. Globalement, souvent, hein, on aime tous les déploiements qui nous permettent de se positionner vers le centre avant l'adversaire. Surtout quand on a des courtes portées de B2. Un B2 qui est positionné dès le T1, fin de T1, à 6 pouces à portée 1 du centre, ça fait kiffer personne. Hein. Sur intercepter les transmissions, bah, c'est un enfer. Donc positionnez-vous globalement souvent vers le centre en premier. Et même une escouade de B1 bien positionnée au centre, ça peut faire chier. Hein. Donc faut pas hésiter. Faut pas hésiter. Du coup, je vais revenir sur les conditions. Alors, je vais parler de renfort rapide. Renfort rapide, moi, c'est une carte que j'aime beaucoup. Alors, on est bien d'accord. Hein, si vous tombez contre un Impérial qui a des Dark Troopers, vous ne prenez pas ça. Hein, parce que ça va vous faire bizarre. Voilà. Mais sinon, renfort rapide, bah, quand on a des B2, personne n'apprécie d'avoir des B2 assez vite qui se positionnent très très vite au centre. Des choses comme ça. Mais déjà, arrivé juste une escouade de B1 qu'on positionne au centre en première avec une arme SP. Et du coup, bah, on se retrouve à portée 3 avec une petite visée, boum boum. Oh, tiens, 4 critiques, incroyable. Ça arrive à tout le monde et ça peut faire de la magie. Hein.
Donc voilà, renfort rapide, c'est une carte sympa pour la CSI. Position fortifiée, hein, quand on a des unités qui sont pas très résistantes, on aime beaucoup. Hein. On aime beaucoup, forcément. Comme de façon assez binaire, c'est pareil, si vous avez une liste qui rentre dedans, bah, vous aimez beaucoup visibilité limitée parce que ça vous safe, ça vous rend un petit peu plus safe. Si c'est pas le cas, si vous êtes à longue portée et que vous tirez full P4, il faut pas le prendre. Voilà, c'est des choix assez logiques. L'avantage de la CSI, c'est que ce soit environnement hostile ou épuisé par la guerre, on s'en fout un peu parce que clairement, avec les nouveaux changements de règles du moral, Oui. franchement, ça devient vraiment anecdotique. Et le peu de fois où on se retrouve dans des genres de situations où le B1 est trop loin de Kalani, donc si machin, on joue Kalani, donc on a une pipe 3 qui permet de récup automatiquement. Donc on vire très facilement de la suppression en cas de problème. Enfin, c'est vraiment anecdotique. Donc ces cartes-là sont pas dérangeantes. Largage de ravitaillement, ça peut être bien, comme ça peut être moins bien. Ça peut être bien quand on a un petit peu tous les profils. En fait, bon, souvent, je réfléchis de façon assez binaire, encore une fois. Ouais. Si on a des points de vie, des points de vie, on va dire, de humains et des points de vie de droïdes, c'est très bien, parce que du coup, on peut profiter du Bacta et de la récupération des droïdes, des droïdes réparateurs. Si on manque du coup, souvent de points de vie humains, donc si on joue pas de seigneur site, du coup, c'est beaucoup moins intéressant. Et par réflexe, j'ai appris à éviter ce genre de cartes-là contre les clones. C'est que les clones, ils ont déjà accès à plein de choses. Donc un supply drop en plus, c'est too much. Voilà. C'est too much. Et puis on évite aussi contre les listes qui ont scout, ceux qui vont se servir avant nous, et c'est toujours un peu chiant. Donc, voilà. Donc ça, voilà, c'est une carte, c'est circonstanciel. Largage de ravitaillement, pourquoi pas quand on peut en bénéficier à fond. Mais voilà, globalement, j'évite contre les clones et j'évite contre les listes avec trop de scout. Champ de mine, j'ai envie de dire qu'on aime moins qu'avant. Ouais. Avant, en fait, avant, on se disait, ouais, au pire, c'est un bien qui meurt. C'est vrai, hein. On s'en fout. Mais maintenant, en fait, ça nous file quand même un désavantage parce que le mec d'en face, s'il a choisi champ de mine, c'est qu'il va craquer une esquive dessus, en fait. Alors que nous, on l'aura pas forcément. Donc c'est moins bien qu'avant. Champ de mine, on n'est pas trop fan. Et puis on a déjà fait le tour, dis donc. Ouais, mais il y en a pas mal, hein. Il y en a pas mal quand même à choisir. Il y en a pas mal. Il y a quand même une possibilité de choisir. Il y a pas trop de côté néfaste. Hein. Il y a deux, trois Oui, tout cartes. à fait. Il y a deux, trois cartes à éviter, mais bon, c'est pas non plus la fin du Voilà, je monde. veux dire, on va pas perdre une partie parce qu'on est tombé sur champ de mine. Hein. Clairement, voilà, Ouais, voilà. on va plus perdre une partie parce qu'on n'a pas forcément pris le bon scénar sur le bon champ, sur la bonne zone de déploiement avec la bonne liste. C'est souvent ça, c'est souvent comme ça que ça arrive. Hein. Ouais, c'est vrai que les scénarios, des fois ce qui est le plus punitif pour beaucoup de factions, enfin beaucoup de listes, clairement. De mon expérience de joueur aujourd'hui, c'est le premier truc que je dis à tous les joueurs qui démarrent dans mon assaut et sur lequel j'insiste systématiquement. Trop souvent, même en venant jouer avec des listes fun, parce que ben voilà, j'ai pas forcément non plus envie de les dégoûter en y allant en mode trop dur, parce qu'en plus voilà, il y a plein de joueurs qui sont pas dans le système compétitif à fond et qui ont pas envie forcément d'affronter ça. Donc ça m'arrive vraiment très souvent de venir avec des listes vraiment fun sur des factions secondaires, empire ou collectif ou machin, et dans ma tête d'avoir plié la partie au T0. Parce que justement, bah, par expérience, le joueur a accepté un scénario qu'il n'aurait pas du tout eu. Parce que bah, voilà, il n'a pas la connaissance qui permet justement de se dire, bah tiens, ouais, effectivement, un TRTT sur ce scénar, c'est compliqué. Machin, voilà, c'est des choses à la con, mais vraiment, c'est le premier conseil que je peux donner. Faut vraiment avoir une bonne connaissance au maximum, de se renseigner au maximum sur le T0. Qu'est-ce que c'est qu'un bon T0? Je crois qu'il y a déjà des vidéos qui ont été faites là-dessus. Mais vraiment, faire un bon T0 contre son adversaire, c'est faire 75% du boulot aujourd'hui. Après, il y a les dés. Ça, c'est un fait. Oui, Et puis c'est après, sûr. il y a la façon dont vous jouez. Bien sûr. Ok. Bon, Voilà. on a vu le vif du sujet. Là, maintenant, on va rentrer dans les conseils pour préparer un CF. Alors, toi qui y vas et qui a déjà eu l'expérience d'un CF, donc, bon,
la question que je pose, mais tu l'as déjà répondu, donc on va pas forcément s'attarder là-dessus, c'est comment préparer sa liste d'armée. Toi, tu fais en fonction de coup de cœur, et après, c'est ton deck de bataille que tu adaptes à ta liste, ou du moins, tu crées une liste qui soit performante sur un deck de bataille. On l'a vu, les scénarios chez la CSI, c'est quand même important, et même dans toutes les factions Oui. d'ailleurs. Donc toi, tu construis comme ça ta liste, ton coup de cœur, et tu choisis les bonnes cartes qui vont avec. C'est encore une réflexion un petit peu binaire. C'est soit on part du principe qu'on va être souvent joueur bleu. Hmm. Et donc, du coup, on fait une liste qui va avoir 780 points. Je grossis le trait, hein, je caricature, mais c'est à peu près ça. Donc, soit on fait ça à 780 points et on se dit, voilà, je veux 4 scénars. Ces 4 scénars-là, je suis hyper bon dessus. Hmm. Et roule ma poule. Voilà, en gros, c'est ça. Soit on doit construire une liste un petit peu plus compliquée qui doit s'adapter à tout et qui par contre avoisine les 800 points. Et là, du coup, on se dit, on est joueur rouge, on aura l'opportunité de choisir son côté de table et de ban en dernier, ce n'est vraiment pas négligeable. Oui. Attention, aujourd'hui, c'est vraiment très intéressant. Moi, très souvent, j'ai choisi d'être joueur rouge et je ne l'ai vraiment pas regretté. Enfin, je ne l'ai pas choisi, mais voilà, j'avais une liste à 799 points, donc j'étais joueur rouge. Mais j'avais une liste B2 Staps qui était bonne dans à peu près tous les domaines. Donc ça m'a permis de performer et ça s'est passé, ça s'est toujours relativement très bien passé. Et du coup, voilà, on a 799 points, mais on a une liste qui fait tous les types de Hmm. scénars. Hmm. Donc ça, c'est pour le build un petit peu de son armée. Alors non, malheureusement, par contre, je ne fonctionne pas forcément trop au feeling d'une unité aujourd'hui, au CF. Malheureusement, on n'a pas le choix. Si vous crevez d'amour pour les BX, C'est mort. vous voulez performer au CF, il faut pas en jouer, c'est pas possible. Ok. Voilà, ou droïde de casse, c'est pareil. Enfin, je veux pas dégoûter les gens de le faire. Il y a peut-être quelqu'un qui va me dire, attends, vas-y, puisqu'il l'a dit, je vais le faire, et puis qui va finir quatrième du chef. Oui, Peut-être. non mais après C'est tout ce que je encore. lui souhaite. Oui, et puis il y a des unités, le jeu n'est pas encore creusé à 100%, et il y a moyen Exactement. de créer un style de jeu, une mécanique qu'on n'a pas encore vu, qui permet peut-être de retirer un petit peu la carte Bien sûr. du chapeau et de donner le petit coup de poker menteur sur la chose. Donc, euh, Exactement. donc voilà, après voilà, encore une fois, on donne des avis par rapport à ton expérience à toi, par rapport à ton ressenti propre. On n'est pas non plus des sciences infuses, hein, Oui. mais voilà, tu as assez d'expérience déjà pour dire un petit peu ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, et on est toujours bien sûr pas à l'abri de belles surprises, et on le souhaite, j'espère. Au moins, ça permettra de faire des vidéos en plus pour parler de d'autres méta, ce genre de choses qui Exactement. pourraient évoluer, et c'est bien, parce que sinon le jeu serait plat, hein, ça serait pas plaisant. Ah bah c'est sûr, c'est sûr. Ok. Euh, pour, pour toi, tu conseilles quoi quand un joueur voilà, débute, va participer à un tournoi ou un CF, il a juste à acheter la boîte de base. Pour toi, qu'est-ce qu'il faut acheter en complément pour au moins avoir une liste pas trop dégueulasse, avec forcément un budget qui est moindre. Le but, c'est pas de dépenser 1000 € non plus, mais voilà, tu as une boîte de base, qu'est-ce que tu changerais, ou qu'est-ce que tu ajouterais? Une boîte de base, bah, alors je pense qu'il faut de toute façon avoir les 6 escouades de B1 assez Mhm. rapidement. Pour moi, ça me paraît quand même le minimum syndical. Alors Même si on n'est pas. je disais boîte de base, mais on peut aussi très bien sinon partir sur la Battle Force. Après, C'est exactement. Voilà, en fait c'est à peu près là où je voulais en venir. Pourquoi? Parce que bon, on a des manières aussi avec, hein, donc hmm, c'est plutôt cool. Donc la Battle Force CSI est très rentable déjà d'une en termes d'euros. Elle permet d'avoir accès à tous les commandants, enfin pas à tous les commandants, pardon, je dis n'importe quoi. Elle permet justement de compléter son slot de B1, d'avoir des manières gardes, même si on a un doublon de Grievous et qu'il y a un char d'assaut dedans et qu'on n'a peut-être pas forcément envie, c'est rentabilisé 2 fois. Donc il n'y a pas de problème, ça c'est un très bon achat. On aura toujours envie de se rajouter peut-être un agent, ça permet de combler des listes, pourquoi pas. ok. Et, Ventress ou et Maul? après, pour débuter, Maul peut-être. Pour débuter, je partirais plutôt sur un mot. Hmm, ok. Comment dire? À l'heure actuelle, je dirais que la tendance inverse, hein, Ventress devient peut-être un petit peu plus performante et intéressante que Maul. Parce qu'en fait, tout simplement, à titre comparatif, quand un Maul CSI va affronter un Maul collectif, il sera juste moins fort.
Ok. Donc c'est là où ça devient compliqué, là où Ventress, elle aura quand même son mot à dire. Le mot CSI est intéressant, mais a souffert un petit peu de sa comparaison avec l'arrivée du collectif, et comme il n'a pas Oui. eu accès aux cartes de commandement du collectif, il s'est fait un petit peu avoir dans l'histoire. Donc ouais, Ventress aujourd'hui, je suis une bonne valeur. Et puis, pour moi, le premier achat à faire, c'est Kalani. D'accord. Voilà. Pour un débutant, créer une liste autour de Kalami. Bah, je pense que c'est une façon assez simple de commencer à comprendre et mettre en place des systèmes de gunline B1 ou peut-être même de B2. Alors, je ne vais pas parler d'acheter des B2, pour moi, c'est pas une priorité. Vous allez vite voir que c'est très, très kiffant à jouer, mais pour moi, c'est pas une priorité. Vous pouvez faire des choses déjà très sympas sans, mais sans Kalani, ça n'aura pas la même saveur. Ça aura pas la même saveur. Ouais. Ok. Euh, On va faire court. Réponse rapide. Combien de parties d'entraînement avant le jour J d'un CF? Alors, bien sûr, sachant qu'il faut rendre la liste, je crois, c'est. Je crois 10 jours avant, peut-être. Euh, pour bien maîtriser la CSI, il faut à peu près combien de. Combien de Pour. parties? Alors, moi, là, le problème, c'est que moi, je suis pas un bon exemple parce que je suis un marteau. C'est-à-dire que là, moi, j'ai déjà attaqué mon entraînement il y a 2 mois, en fait, hein. D'accord. Enfin, depuis que je suis inscrit en avril, j'ai attaqué d'emblée, hein. Nous, on part à 5 Stéphanois, donc et j'ai briefé les gars d'emblée. Ouais. C'est entraînement hard le plus possible. J'ai déjà fait à peu près 15 parties d'entraînement, donc je suis pas vraiment pas un bon exemple. Après, je pense que sincèrement, on commence à maîtriser sa liste au bout de 4-5 parties bien comme il faut. On commence à vraiment voir si c'est quelque chose de pertinent, si on peut l'améliorer, Mhm. s'il y a des choses sur lesquelles ça passe pas du tout. J'en ai pas forcément parlé tout à l'heure, mais comment on se prépare pour un CF, il faut être très attentif à ce qui se joue en face Mhm. et de l'affronter déjà régulièrement. Mhm. Aujourd'hui, plus que d'affronter de la Blizzard Force, je l'ai joué plusieurs fois pour me rendre compte à quel point c'était immonde et ce que je pouvais faire contre. Par exemple, aujourd'hui, il faut savoir ce que fait une 501e en clone, parce qu'on va en voir. Il faut s'intéresser à de l'Ewok. Je ne sais pas si ça va performer en très haut Mhm. compétitif, mais de toute façon, il y a plein de gens qui jouent Rebelle et qui ont prévu de jouer Rebelle pour le CF, qui vont jouer de l'Ewok parce qu'ils vont être là, peut-être pas forcément pour performer à fond dans le top 16, comme ce qui est prévu, mais il y en aura, donc vous allez risquer de tomber dessus. Ouais, pour faire Donc il faut quand soit même. l'effet de surprise, soit pour kiffer de jouer Exactement, cette unité exactement. emblématique. Donc il faut commencer à se renseigner un petit peu et de se dire, bon, bah, qu'est-ce que je fais contre un Ewok? Ok. Donc Voilà, pour moi, c'est au important. minimum, tester sa partie, enfin je veux dire sa liste 5 fois minimum, et puis Ouais, je pense. essayer de jouer un maximum de styles de listes différentes en face, Mm, que ce mm. soit les plus emblématiques, hein, la Blizzard Force, Ouais, tout à fait. savoir anticiper bah, voilà, les futures sorties, et puis tester un petit peu tous les types de scénarios aussi, Alors, comme on a j'en dit ai tout pas à l'heure. parlé, mais ça venait de pop un petit peu dans mon esprit. J'en ai pas parlé, mais effectivement, j'ai rencontré plusieurs fois des adversaires qui ont perdu en partie de tournoi parce qu'ils ne connaissaient pas les scénarios sur lesquels on Hmm. était tombé. Et ça, en tout cas, à Star Wars Légion, ça pardonne pas. C'est que si on sait pas, enfin, je vais prendre un truc tout con, hein, mais si on sait pas que sur le scénario du chariot à escorter, on peut choisir un décor qui est à moitié dans sa zone de déploiement, et que du coup on est joueur bleu, donc on choisit le décor en premier, et donc on choisit un décor vraiment pas loin de l'adversaire à cause de ça, bah, l'autre en face il se régale. Moi le premier, hein, j'étais en mode joueur rouge, Hmm. bah moi je vais choisir celui-là du coup de décor. Ah bah ouais, mais toi t'as choisi, c'est compliqué. Et ça, bah, c'est con, mais juste ça, ça fait gagner une partie. Donc, Hmm. renseignez-vous bien, bien, bien sur les scénarios. Si vous arrivez à les faire toutes au moins une fois, 2 fois, c'est encore mieux. Ça nécessite quand même 16 parties, donc c'est quand même pas la même chose. Mais au moins bien se renseigner sur ce qu'on peut faire, comment, pourquoi, voilà. Sur les scénarios, c'est important. C'est un autre scénario. Hmm. Voilà. Et Comme puis, ça, la cloque, parce que c'est vrai que la quand on clope. joue CSI, on a beaucoup d'unités, donc voilà, il y a du temps de perdu. Comment toi Oui. tu gères justement tout ce temps? Est-ce que tu fais les choses rapidement voilà, pour les unités de B1? De toute façon, je pense qu'à mon avis, quand le joueur en face il joue, tu as déjà analysé ce que toi t'allais faire.
Clairement, tu anticipes pour gagner du temps, peut-être. Et puis, tu t'es entraîné aussi pour la cloque. C'est de l'entraînement. C'est clairement de l'entraînement quand on n'a pas l'habitude de jouer à la cloque. Donc, c'est ça. Et alors, la deuxième chose qui est importante, c'est quand vous avez fait 4-5 parties avec vos unités, avec votre liste d'armée, et que vous partez sur cette liste d'armée, et que vous avez joué à la cloque régulièrement avec, et ça devient beaucoup plus instinctif et automatique, et donc du coup, vous gagnez beaucoup de temps. Donc forcément, si vous savez jouer votre armée et que vous vous êtes entraîné à la cloque, ça ne peut que bien se passer. Ouais, donc au minimum Aujourd'hui, 5 parties, et puis après, allez, on va dire 3-4 parties en plus avec la ouais, cloque. c'est ça. Voilà. Ou même les 5 parties sous cloque. La première, au Ouais, pire, voilà, vous tombez à la cloque, vous finissez la partie quand même, c'est pas grave. Mais on se dit, bah, la prochaine fois, il faut que je tombe moins vite, machin. Et puis, bah, la dernière partie, d'accord. je tombe dans les clous, j'ai joué dans mon temps à partie. Voilà. Il faut pas hésiter à s'imposer la difficulté tout de suite. Ça sert à rien de stresser parce qu'on est sur une partie d'entraînement, c'est le but, hein. Mais clairement, s'imposer la cloque tout de suite, c'est hyper important parce qu'au CF, bah, du coup, ça pardonne pas. Ça peut être source de friction, de frustration contre les adversaires. Ça m'est arrivé un petit peu aussi, hein, voilà, parce que bah, le règlement dit tel ou tel truc, et à un moment où il faut cloquer, à un moment où on cloque pas, voilà. Donc ça, bah, quand on commence, on se rend pas compte, hein, mais au début, on a 1h06, tout va bien, pas de souci, machin. Mais quand on commence à avoir moins de 10 minutes et qu'il reste encore un tour à jouer et que ça commence à se tendre un petit peu sur la partie, sur un ou deux jeux de dés, on peut vite monter en tension, en température, on peut vite se prendre la tête avec un joueur Ouais, et regretter de manquer peut-être de fair play. Alors que si on s'était préparé convenablement sur la cloque, et bon, on se met pas dans des états pareils. d'accord, ok. L'aspect psychologique et physique, des astuces, des petits conseils, parce que j'ai vu dans les autres interviews qu'il y avait des joueurs qui étaient plutôt stressés, donc on va dire que la préparation des quelques jours avant et même pendant, bah, on la libère différemment, on a un aspect complètement différent. Et puis il y en a d'autres, bah non, qui ont l'habitude, à force d'avoir fait beaucoup de compétitions, bah, ça se passe relativement bien. Il y en a qui font les matchs entre chaque partie, il y en a pas du tout. Il y en a qui, voilà, la veille, qui continuent à bien peaufiner les listes, machin, enfin, les listes adverses, potentiellement les stratégies. Puis il y en a d'autres, bah non, qui décompressent complètement 3-4 jours avant pour vraiment repos pour que le corps puisse anticiper. Et puis il y en a qui se shootent au Doliprane entre chaque partie parce que c'est vrai qu'on en enchaîne pas mal, hein, pour un CF. Quels sont les conseils, toi, que tu donnes? Alors, moi, j'ai toujours un petit paquet de biscuits dans le sac à dos. D'accord. Parce qu'au bout de la troisième partie, on a besoin de sucre rapide pour réfléchir, en général. Hmm. Donc, c'est un truc, je fais transparence totale. Moi, je prends des gerblés, biscuits sésame à la fine, par exemple. Un truc qui marche bien. Une bouteille d'eau, on Important. s'hydrate. Parce que le cerveau, quand il respire, il a besoin. Enfin, quand le cerveau doit fonctionner, il a vraiment besoin de s'hydrater. Donc, la bouteille d'eau, c'est un indispensable. Souvent, je rentre la veille dans la réflexion de et si, machin, et si je tombe là-dessus, qu'est-ce que ça va donner, machin. Je suis quelqu'un qui peut se faire beaucoup de mourons et qui peut regretter peut-être d'avoir fait tel ou tel choix. De toute façon, il faut dire qu'en général, c'est trop tard, que c'est comme ça, et qu'on doit faire avec. Voilà. Hmm. C'est bien de le savoir. C'est important d'avoir le maximum d'infos et de se focaliser aussi principalement sur ses points forts pour maîtriser justement ces T0. Faut vraiment pas négliger ça, comme je l'ai déjà dit, hein. Ça fait une bonne partie du boulot. Il faut partir du principe que de toute façon, le premier jour, c'est évidemment le plus compliqué parce que, alors, peut-être pas ce coup-ci, parce que du coup, pour ceux qui sont qualifiés, ils vont attaquer à 7h le dimanche matin. Ça va être un petit peu hard. Mais en général, on est déjà tous contents de s'être qualifiés dans ce truc-là. Et du coup, c'est pas la même pression. En fait. En tout cas, je me sentais déjà tellement pas à ma place l'année dernière en quart de finale que j'avais déjà plus de pression. Je me suis dit, c'est déjà un truc de fou ce que tu as fait. Donc, il se passera ce qui se passera. Ouais. Il n'y a plus aucun problème. Mais effectivement, la quatrième partie du samedi, quand elle démarre à 19h, on est déjà rincé parce qu'on a gagné la troisième sur un feu. Le Doliprane, il est cool parce qu'en général, vous avez mal à la tête. En tout cas, moi, je parle en connaissance de cause, hein, Ouais, je suis pareil. Donc, le Doliprane, la petite bouteille d'eau, le petit biscuit sucre lent qui ravigote et qui donne, enfin, sucre lent, non, sucre rapide, pardon, qui réalimente le cerveau direct. C'est des conditions assez saines
je pense, en termes, si je peux parler de sport, hein, pour faire ça. C'est comme les joueurs de tennis, hein, ils sont toujours en train de bouffer une banane entre deux sets. Hein. Donc c'est peut-être pas pour rien. Donc ouais, respecter. Partez là-dessus, c'est cool. Et malheureusement, enfin, heureusement et malheureusement, ce qui vous permet de bien appréhender votre journée et de ne pas trop stresser, c'est votre préparation. Aussi simple que ça. Si vous avez fait 40 parties dans vos pattes, que vous maîtrisez votre liste par cœur, que vous n'avez plus besoin de lire vos cartes de commandement, que le T0, vous savez instinctivement sur quel scénario vous êtes bien, sur quel scénario vous n'êtes pas bien, la pression, vous l'avez pas. En tout cas, sur les premières parties, en général, ça se passe plutôt bien. J'avais ce cas-là au début, vraiment, où c'était un peu plus compliqué, machin. Et plus j'ai fait de tournois, plus je me suis senti serein. Le premier CF a été vraiment cette première révélation. Quand je suis revenu de là-bas, j'avais progressé au T0 comme jamais. Et en fait, cette gestion du T0 m'a rendu serein sur les parties, mais alors comme jamais. Il y a toujours des surprises, hein, on est bien d'accord. Parce que les dés sont les dés, on sait tout ce que c'est. Mais on n'appréhende pas du tout la même partie quand on a un scénario qui est favorable que quand on a un scénario qui est défavorable. Mm. Donc ça fait beaucoup, pour moi en tout cas, ça fait beaucoup de taf sur la pression. Voilà. Ok. Dernière question. Ouais. Est-ce que tu as un conseil ou une petite astuce pour la préparation de ton matériel ou les petites choses que tu emmènes, genre des mémos, des cartes est-ce que tu as un petit objet qui te permet voilà, je sais pas, de transporter plus facilement, de mesurer, de réfléchir avec des petits conseils, enfin des petits trucs à donner? Alors je sais qu'aujourd'hui il existe des petites, comment dire, des espèces de petites boîtes qui permettent d'emmener le strict minimum en bonne quantité. Et je pense que c'est une bonne façon aujourd'hui, sans vouloir faire de plus beaucoup de choses, que moi-même je n'en ai pas. Hein. J'ai une valise qui a tout ce qu'il y a de plus classique, et en général je pars avec un sac à dos où il y a la bouteille d'eau, le biscuit Et le Doliprane. et le Doliprane, et du coup je mets aussi 2-3 affaires. Donc je vais revenir là-dessus. Mais voilà, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, ça sert à rien de se trimballer avec tout son matos, avoir une dizaine de pions visés, une dizaine de pions de points de vie, une dizaine de pions esquives, ça suffit largement pour général beaucoup plus que ça. Donc ne vous trimballez pas tout votre matos, identifiez vos réglettes, identifiez vos réglettes de mouvement, enfin tout. Vous mettez l'initiale de votre pseudo, ce que vous voulez, vous voulez panier, ce que vous voulez, parce que ça se perd très vite. Mm. Et c'est quand même dommage parce que c'est du matos qui est quand même assez essentiel au jeu. J'ai perdu, par exemple, au dernier CF, j'ai perdu 4 barricades parce que je les ai laissées sur une table et je les ai là. Ah, c'est moche ça. Donc c'est con, hein, mais voilà. Bon, après, 4 barricades, c'est pas forcément plus grave. Mais voilà, ça peut arriver. Et, donc faut faire attention, ne serait-ce que pour, voilà, au moins garder son matos. Et moi, comment je fonctionne, je suis assez maniaque sur le rangement de mes affaires. J'avoue, ça c'est mon petit art à moi. J'ai des boîtes comme ça. Ok. Ah oui. Des boîtes comme ça. Et en fait, j'en ai 3-4 et des sachets plastiques. On en a tous 25 des sachets plastiques, hein, donc il n'y a pas de souci. Donc ça là-dessus, par exemple, je vais faire une boîte où je vais mettre tous mes jetons verts. Dans l'autre, je vais mettre une boîte où je vais mettre tous mes dés, machin. Et en fait, je me balade avec ces trucs-là sur mon plateau avec mes figurines. Et je suis le rangeur compulsif. Dès qu'une partie s'achève, tu me D'accord, rassembles. ok. Ouais. Ouais, ça c'est le plus Mais stressant. Ouais. c'est stressant, disons que j'essaie de. Voilà, oui, c'est quelque chose que j'essaie de pas oublier, mais voilà, je suis devenu un peu maniaque avec ça, Ok. et de rassembler les affaires. Mais effectivement, ouais, c'est mon truc à moi. Je suis pas certain que ce soit le meilleur, c'est juste que c'est C'est ta dans ma technique. tête. Ça a Ouais, testé pour ceux qui cherchent la meilleure. si un jour je trouve une meilleure solution, je serai le premier à essayer de la mettre en application. Pour le moment, voilà, sans budget, c'est ce que j'ai trouvé de mieux. J'ai mon petit sachet avec mes réglettes, mes machins, et puis je mets tout dedans. Et puis Ok. j'essaie que ça rentre tout dans mon plateau. Ok. Ça marche. Bah c'est bon, c'est pas mal. Bah, Il y on a est de pas quoi, mal. Hein. il y a de quoi faire hein, pour la CSI, des bons conseils et puis une bonne préparation pour le CF. Et ben, en tout cas, je te remercie encore beaucoup hein, pour cette petite interview conseil. C'est vraiment cool de ta part d'avoir pris de ton temps pour partager avec la communauté. Du coup, je vous invite tous à liker, partager, commenter, à vous abonner si ce n'est pas fait. C'est toujours bien pour le référencement pour la chaîne. Lâchez un petit pourboire si vous le souhaitez sur le Tipeee pour soutenir le projet. Et puis, on vous retrouve pour de
de prochaines vidéos. Je te retrouve du coup au CF avec grand plaisir. Passe me faire un petit coucou, ça fera plaisir. Parfait. Et puis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao, bye bye. Merci à tous.